Le Sycamore Knoll fait référence à une plateforme sous-marine qui a été découverte au niveau des côtes maritimes de Malibu, au sud de la Californie, à 600 mètres en dessous de la surface de la mer. Cette plateforme est assez massive puisqu'elle fait un peu plus de 8 km² et c'est vrai qu'on dirait une sorte de hangar soutenu par des piliers. Selon les géologues, la structure est certes peu commune mais ce n'est pas pour autant que ce serait une construction aménagée et jusqu'à preuve du contraire, ici, tout est naturel. Mais certaines personnes ne croient pas en ce côté naturel, et ils ont pointé le fait que Malibu est une zone avec un nombre important d'ovnis qui ont été aperçus, notamment au-dessus de l'océan. Évidemment, ovni ne veut pas forcément dire extraterrestre, mais pour certains, ce serait logique que le Sycamore Knoll serait l'entrée d'une base alien. D'ailleurs, pour donner de l'importance à cette théorie, pas très loin du Sycamore Knoll, au-dessus de l'océan, l'armée américaine avait filmé ce qui s'est appelé par la suite le Tic Tac. Et cette vidéo est devenue l'une des vidéos d'OVNI les plus connues, et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus à ce sujet, je vous mettrai un lien vers la vidéo de Lemino dans la description, qui traite vraiment bien de cette histoire. Après, il n'y a pas que la théorie de la base alien sous-marine qui est évoquée lorsque l'on parle du Sycamore Knoll. Certains pensent que c'est une base sous-marine de l'armée américaine top secrète, ou alors ce serait une ancienne construction d'une civilisation perdue qui a été construite à une époque où le niveau des mers était bien plus bas, mais qui s'est retrouvée submergée avec le temps. Il y a bien eu quelques explorations, mais soit c'était des explorations pour observer la faune et la flore, soit c'était pour un show américain qui était sensationnaliste, mais qui n'a rien découvert de vraiment crédible. Donc bon, pour le moment, il n'y a pas vraiment de preuves de quoi que ce soit, et jusqu'à ce que quelqu'un se dévoue pour financer une expédition scientifique vraiment dédiée à ce lieu, on n'en saura pas plus. Au début, je voulais pas aborder ce sujet car je trouvais que bon, un nouveau sujet de physique avec pour hypothèse une sorte de mouvement perpétuel, bah bof bof, on avait déjà vu ça, et puis je suis tombé sur cette vidéo. Et mon cerveau a bugué, donc on va en parler un peu. Le Reactionless Drive, c'est l'idée qu'un engin puisse se déplacer à travers l'espace, mais sans avoir d'impact avec ce qui l'entoure et sans avoir besoin de ressources extérieures. En gros, c'est un véhicule qui ne pèse rien lorsqu'il est en mouvement et qui n'a pas besoin de carburant pour se déplacer. Sauf que cette théorie d'un tel engin va à l'encontre des lois de la physique, notamment la troisième loi de Newton, c'est-à-dire celle qui veut qu'un objet immobile ne puisse pas se déplacer de lui-même, et la quatrième loi, c'est-à-dire la loi de gravitation universelle, où les objets s'attirent par leur masse et où ils ne peuvent pas se soustraire de cette gravitation. Je vais vous donner un exemple. Pour qu'un avion décolle, il faut que ses moteurs le propulsent. Mais si ce même avion était basé dans le contexte du Reactionless Drive, il s'envolerait sans moteur et pourrait se balader dans l'univers sans carburant. Et normalement ça, c'est pas possible du tout. Mais c'est quand même un objectif recherché par certains chercheurs depuis longtemps, et avec l'arrivée des découvertes de la physique quantique et du bordel que ça engendre du point de vue des observations scientifiques, certains se disent que peut-être dans certaines situations, une telle chose est possible. Aussi, certains pensent que c'est ce genre de technologie qui serait utilisée par les soucoupes volantes pour pouvoir traverser l'univers et nous rejoindre. Et de facto, le Reactionless Drive serait possible, c'est juste qu'on n'a pas encore le savoir nécessaire pour mettre ça en place. Et de temps en temps, il y a des études scientifiques qui pop et qui affirment que le Reactionless Drive a été trouvé. Mais très rapidement, il y a un déluge de débunkage qui discrédite ces études, et honnêtement, j'ai pas le niveau pour comprendre tout cela, et donc je peux pas vous dire si c'est plausible ou si c'est du baratin. Mais c'est avec cette recherche du Reactionless Drive que l'on peut tomber sur ce genre de vidéo, où des chercheurs indépendants se cassent le cul pour essayer de contredire les lois de Newton, et même si la plupart ne contredisent rien du tout, bah moi ça me fait délirer de voir ces machines en fonctionnement. Allez, avant de passer à la suite, je vous mets une petite compilation. L'onéagramme est un système ou un outil. En vrai, je sais pas trop comment définir le truc, mais c'est un peu comme l'astrologie ou l'horoscope, mais avec des chiffres. Plutôt que d'être taureau, verseau ou balance, on serait le 3, le 2 ou le 9.
Chaque chiffre est associé à un type de personnalité, donc si vous êtes un 1, vous êtes perfectionniste mais rancunier avec des facilités pour être en colère, et si vous êtes un 7, vous allez être passionné et joueur mais aussi gourmand et insatisfait de tout. On ne sait pas trop quand ce système qui est supposé déchiffrer l'âme et la psychologie humaine aurait été inventé, mais selon certains ça remonte à plus de 5000 ans. Il y aurait une sorte de tradition orale de l'ennéagramme qui serait apparue en Mésopotamie et qui aurait parcouru le temps et les religions, et on retrouverait des traces de l'ennéagramme dans le bouddhisme tibétain, le judaïsme, les soufis islamiques, puis dans le catholicisme. Mais c'est dans les années 1950 que le système aurait été synthétisé et démocratisé, et si de manière formelle, l'ennéagramme n'a aucun fondement scientifique, il a commencé à être utilisé par des psychiatres américains dans les années 1970, et on peut retrouver son utilisation maintenant dans certains programmes de développement personnel. Je suis pas du genre à vous dire que c'est du bullshit New Age, je vous laisse faire votre propre avis, mais aussi je vous cache pas qu'il y a tout un business derrière et il y a des formateurs qui cherchent à se faire quelques billets en essayant de vendre leur savoir sur ce domaine un peu trop cher. Et même si cette croyance n'a pas l'air d'être bien méchante, la MIVILUD, qui est la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, classe l'ennéagramme comme risque de dérive sectaire, alors que pourtant c'est une pratique qui commence à rentrer dans certaines entreprises ou dans certains organismes publics. Et ça, je trouve que ça met pas mal de red flags sur cette pratique. Le terme Rockman est un nom un peu fourre-tout et pas vraiment officiel, mais en gros ça renvoie à une catégorie de mythes et de légendes que l'on peut retrouver à travers le monde. Dans ces récits mythologiques, les Rockmen seraient des êtres humanoïdes de petite taille qui vivraient dans des montagnes, dans des grottes ou dans les entrailles de la Terre. En général, ces Rockmen sont considérés dans ces légendes comme des artisans ou des bâtisseurs expérimentés, mais vu qu'ils arrivent à se cacher des hommes parce qu'ils sont pas mal rusés, on n'aurait pas de preuve de leur existence à l'exception des travaux qu'ils laisseraient derrière eux ou des dessins et des gravures qu'ils auraient dessinés dans les cavernes où ils habiteraient. Parfois, ils sont affublés de pouvoirs, du genre être capables de devenir invisibles, faire apparaître du feu, ou alors ils auraient des pouvoirs de guérison. Les Rockmen sont un peu la version montagnarde ou souterraine des esprits qui habiteraient dans certaines forêts, du genre les Farfadets en France, les Kodama au Japon ou les elfes dans les mythologies nordiques. Et le parallèle que l'on peut faire entre ces deux folklores, c'est qu'ils sont représentés comme des petits êtres difficiles à apercevoir. Et pour vous illustrer la forme que peuvent prendre ces Rockmen, par exemple dans la tribu des Hopi, qui est une tribu native amérindienne, il y a le mythe des Ant-Man, c'est-à-dire des hommes-fourmis, dont la légende raconte qu'à une époque reculée, la tribu des Hopi était menacée par une vague de cataclysmes, dont certains pensent aujourd'hui que ça aurait pu être des explosions volcaniques ou des chutes de météorites. Mais alors que la tribu des Hopi aurait dû disparaître à cause de ces cataclysmes, ils auraient été guidés dans un monde souterrain par des petits êtres, et c'est cette cachette souterraine qui aurait sauvé leur civilisation. Et donc depuis, il y a la légende que les Ant-Man vivent dans un monde souterrain près de cette tribu. Ou alors en Australie, il y a les Mimi, qui seraient de petits esprits longilignes qui se cacheraient dans les rochers et qui ne sortiraient que la nuit. Si jamais un humain les approche, il n'aurait qu'à souffler sur un rocher pour y créer une petite brèche et s'engouffrer dedans. Et la légende veut que ce soit ces petits êtres qui auraient enseigné la chasse, le tissage, la pêche et la peinture sur roche au premier peuple australien. Et donc certaines peintures que l'on peut retrouver dans les grottes auraient été faites par les Mimi et non par les hommes. Après, il y a aussi les Satori au Japon, les nains forgerons de la culture scandinave, et bien d'autres qui ont tous leurs petites particularités, mais qui restent reliés à tout ce qui est rocheux. Et même si des gens parfois se baladent dans des lieux soi-disant fréquentés par des Rockmen, avec l'espoir d'en apercevoir, on n'a pour le moment aucune vraie preuve de leur existence. Alors que je cherchais le sujet des Rockmen, je suis tombé très souvent sur le sujet des Rock-Apes. Et puisqu'il me semble que ce sujet ne sera pas dans l'iceberg mais qu'il est plutôt sympa, on va le faire quand même. Dans la catégorie des créatures légendaires dont on n'a pas vraiment de preuves, les forêts des États-Unis ont le Bigfoot, les montagnes de l'Himalaya ont le Yeti, et les jungles du Vietnam ont les Rock-Apes. Si cette légende de gros singes dangereux aux yeux rouges vivant dans les jungles du Vietnam est quelque chose de bien connu par les locaux, ce n'était pas vraiment une croyance qui s'était exportée à l'international. Enfin, jusqu'à la guerre du Vietnam et l'arrivée des troupes américaines dans ces jungles. Et lors de cette guerre, les soldats américains se sont mis à faire des rencontres bizarres. Et certains soldats affirmaient avoir croisé des sortes de grands singes d'une taille d'environ 2 mètres, qui étaient plus ou moins hostiles. Parfois ils les apercevaient de loin et ces singes s'enfuyaient, parfois ils étaient plus agressifs et leur jetaient des pierres ou des bâtons ou carrément ils poussaient des rochers de certaines falaises dans l'espoir d'écraser des soldats. Et apparemment ils étaient aussi capables de récupérer les grenades qu'on leur lançait pour les renvoyer à leur expéditeur. D'ailleurs le nom de Rock-Ape leur a été donné justement parce qu'ils jetaient des pierres aux soldats. Et de manière générale, ces animaux ne semblaient pas vraiment effrayés par les humains et il semblerait qu'ils se déplacent en famille ou en groupe. Ces singes arrivaient toujours à disparaître avant d'être vraiment vus, mais leur existence était tellement crédible qu'en 1974, une expédition a été mise en place pour essayer d'en trouver et pour les capturer. Sauf que absolument rien n'a été découvert. Il y en a qui ont pensé que c'était une espèce de orang-outan assez vénère, mais selon les études de la région, il y a bien eu des orang-outans, mais ils ont disparu de la zone depuis 10 000 ans.
On pourrait parler pendant longtemps des descriptions ou des théories sur ces rock apes, mais je trouve que les témoignages sont bien plus parlants. D'ailleurs, dans les commentaires de plusieurs vidéos YouTube qui abordent ce sujet, on peut croiser des témoignages d'anciens soldats américains qui racontent leur propre expérience avec ces rock apes. Et si c'est possible qu'il y ait des fakes ou des histoires un peu romancées, certaines semblent assez legit. J'ai notamment été marqué par celle-ci, racontée par Markage 7221. J'ai servi dans la première division de la marine dans exactement ce lieu, juste au nord de Da Nang, entre 1969 et 1970 avec le 26e régiment de la marine. Nous avons passé la majorité de notre temps à faire de la randonnée à travers une jungle inexplorée, dans des sous-bois remplis de plantes coupantes et de boue qui nous vampirisaient toute notre énergie. Plusieurs fois, en revenant à notre camp, après avoir passé la nuit à avoir tendu des guet-apens ou à avoir tenu certaines positions, nous retrouvions notre matériel saccagé, nos affaires éparpillées et, assez étrangement, nos rations de survie croquées et mangées à moitié. Certaines boîtes de conserve ont été mordues et leur dessus a été arraché. L'intérieur était vidé, surtout celles qui contenaient des fruits, avec une préférence pour les conserves contenant des pêches. Certaines conserves contenant de la viande semblaient avoir été mordues au niveau de leur extrémité, laissant des marques de crocs de gros chiens, mais n'étaient pas ouvertes. Par contre, les conserves de fruits semblaient avoir été littéralement tordues et arrachées. Cela demanderait une sacrée poigne, une sacrée morsure et une sacrée force pour arracher le couvercle de l'une de ces bonnes vieilles conserves. Ces conserves étaient plutôt lourdes et plutôt difficiles à ouvrir, même avec les outils adaptés. Mais les coupables restaient insaisissables et même si nous passions notre temps dans la jungle, je n'ai jamais vu de rock ape de mes propres yeux. Je sais que les singes ont un don pour ouvrir des fruits à coque, mais seulement un gros babouin vraiment effrayant serait capable de faire un trou dedans de la taille d'un M&M's dans ses conserves. Laissez-moi vous dire que la taille de leurs canines était vraiment impressionnante. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a vraiment des rock apes au Vietnam. J'ai une fois parlé à un marine qui avait trouvé un bébé singe au-delà du périmètre gardé de son escouade et il a cru à un chimpanzé perdu. Il l'a pris dans ses bras et, sorti de nulle part, un singe de la même taille que lui a sauté dessus et lui a mordu son épaule droite. Il a fini au sol et le singe a récupéré son petit. Tout ça s'est passé en l'espace de 5 secondes. Tout ce qu'il a vu était quelque chose de brun, aussi gros que lui et assez rapide pour disparaître dans des buissons avant même qu'il ne se relève. Il m'a dit que cette créature avait un visage plat de singe, mais n'avait pas les bras longs et pendants que possèdent les singes. La morsure lui a laissé 4 bleus, mais n'était pas assez puissante pour traverser ses habits ou sa peau. Cela veut peut-être dire que cette chose ne voulait pas vraiment lui faire du mal, mais voulait juste faire passer un message. Et le message lui était passé. Et il n'a plus vu un seul signe de quelque chose de similaire depuis. Des histoires de ce genre étaient de partout. Ce sont mes histoires et elles sont aussi fraîches dans mon esprit que par rapport à toutes ces choses qui se sont passées il y a 50 ans. Je ne crois pas au Bigfoot, au Mothman ou à tous ces gobelins, mais il y a bien des créatures qui ressemblent à des singes dans la jungle du Vietnam, qui vivent dans des tunnels je pense, et qui n'ont jamais été identifiées ou photographiées. Et j'espère que personne ne les dérangera plus. Le Cap d'Oie fait référence à une momie géante qui possède 2 têtes et qui mesurerait un peu moins de 4 mètres. Ce géant viendrait d'une race d'humains qui mesurerait le double de notre taille normale, les Pentagons, et qui vivraient en Amérique du Sud. Si l'on peut penser que ce peuple est issu d'une légende, entre le XVIe et XVIIe siècle, plusieurs navigateurs ont reporté avoir croisé des géants dans cette zone. Le premier à avoir rencontré ces géants fut l'équipage de Ferdinand Magellan en 1520, mais des rencontres de géants dans la même zone fut aussi rapportées par Thomas Cavendish en 1580, par Sebald de Weert en 1600, par John Byron en 1767 et Louis-Antoine de Bougainville la même année. Par la suite, il a été considéré que ces géants n'étaient pas si géants que ça, mais juste que leur carrure était bien plus massive que les Européens qui les ont vus, et que par conséquent, ils ont été rapportés comme étant des géants. Et comme on n'a pas de preuves plus tangibles que de simples écrits, ils ont fini par être considérés rétrospectivement comme des créatures mythologiques. Et quelque part, c'était une manière métaphorique de montrer les dangers qui pouvaient être présents lorsque l'on fait des voyages au bout du monde. Et cela par l'intermédiaire d'un récit mettant en scène des rencontres avec des humains plus robustes et plus grands que nous. Et donc, notre Cap d'Oie, qui se traduit en français par 2 têtes, viendrait de ce peuple mythique, et cette momie serait la seule preuve de leur existence que l'on posséderait. Et en plus d'être un géant mythique, le fait qu'il possède 2 têtes augmente le mystère autour de son origine. L'histoire de cette momie commence en 1673 où ce géant aurait été capturé par des marins espagnols, puis ils l'auraient attaché au mât de leur bateau. Mais vu que c'était un géant et que sa force a été sous-estimée, le Cap d'Oie aurait réussi à se libérer. Ce qui aurait mené à un combat contre l'équipage et il aurait été tué en ayant le cœur transpercé par une lance. Par la suite, il n'y aurait plus eu de nouvelles de ce géant pendant 2 siècles, puis on aurait retrouvé sa dépouille qui se serait momifiée de manière naturelle. Et à partir du XXe siècle, sa dépouille se serait baladée d'exposition en exposition, en commençant par le Edwardian Horror Circuit en Angleterre, jusqu'à aujourd'hui où il repose désormais dans un cabinet de curiosités, le Bob Sideshow à Baltimore aux États-Unis.
Et maintenant, il y a deux visions à propos de cette momie à deux têtes. Il y a ceux qui pensent que c'est la preuve de l'existence d'un peuple de géants, et d'autres qui pensent que c'est juste un canular assez élaboré. Vu que cette momie a passé son temps à être vendue et à être achetée en tant que curiosité, les acheteurs ne semblent pas forcément être super chauds à ce qu'on l'étudie en détail. Car si ça se révèle être un canular, leur achat aurait sans doute été bien trop cher, et donc la momie va à la fois perdre de sa valeur, mais surtout perdre de son aura mystique. Mais selon certains dires qui ne sont pas vraiment vérifiables, le Cap-d'Oie n'aurait aucun signe de taxidermie et il y a la rumeur que des étudiants de l'université de Johns Hopkins auraient fait un scanner du corps et ils auraient rendu la conclusion que ce serait un vrai corps. Durant le Moyen-Âge, aux alentours du XVe siècle, dans un couvent français, une nonne s'est mise à miauler. Très rapidement, cette habitude de miauler s'est propagée aux autres membres de ce couvent, et pendant plusieurs heures par jour, ces nonnes ne communiquaient plus que par des miaulements. La légende veut que les instances religieuses ont pris peur en croyant que c'était un cas de possession démoniaque, et pour arrêter cette folie, ils ont envoyé des soldats pour littéralement fracasser les nonnes jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Et a priori, l'histoire s'est finie de cette façon. On trouve pas mal de récits qui rajoutent des détails en tout genre sur cette histoire, mais en fouillant bien, on peut trouver que cette histoire venait originellement d'un livre de Zimmermann dans le volume 2 de son essai sur la solitude, publié en 1782, et malheureusement, on n'a pas plus d'informations et même la source dont il se sert n'a pas été retrouvée, donc on ne peut faire que confiance à ses dires. Et souvent, cette histoire est citée comme un cas d'hystérie de masse, un peu comme l'épidémie dansante de 1518 que l'on avait déjà vu, où tout un village s'était mis à danser. Mais l'hypothèse que je préfère le plus, c'est celle qui voudrait que ce soit une sorte de troll collectif. Car souvent dans les couvents de cette époque, des filles y étaient placées par leur famille sans forcément un consentement de leur part. Et leur futur se limitait à une vie stricte et à une vie de travail dans le respect et l'austérité des règles de Dieu. Et pour tromper l'ennui, elles auraient trouvé ça rigolo de miauler en groupe. Ce qui, au final, était assez gentillé. Enfin plus gentillé que le second cas d'hystérie de masse rapporté par Zimmermann dans son livre, où dans un couvent en Allemagne, les nonnes se seraient mises à se mordre entre elles, et apparemment cette pratique de morsure se serait étendue à d'autres couvents, allant de couvents situés aux Pays-Bas jusqu'à des couvents en Italie. Si l'iceberg que l'on est en train de voir était une personne, ça serait Max Spiers. Il avait une connaissance absolument folle dans tous les sujets qui nous intéressent, et il était convaincu de leur véracité. Les reptiliens, les extraterrestres, la création de portails vers d'autres dimensions, les sorties astrales, l'énergie spirituelle et ses fréquences vibratoires, la colonisation de la Lune par le 4ème Reich, il baignait dans absolument tous les trucs ésotériques et conspirationnistes disponibles. D'ailleurs, il était convaincu d'avoir fait partie d'un groupe d'une quarantaine d'enfants, dont l'ADN avait été modifié lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère. Puis à sa naissance, il aurait été entraîné par le gouvernement pour devenir un super soldat. C'est-à-dire qu'il était capable de se battre psychiquement dans d'autres dimensions. Max Spiers était connu car il donnait de nombreuses conférences et de nombreuses interviews où il cherchait à éclairer les gens qui étaient en quête de savoir occulte. Mais le 16 juillet 2016, alors qu'il était à Varsovie, en Pologne, pour donner des conférences, il a été retrouvé mort sur le canapé de Monica Duval, une amie éditrice de livres de science-fiction chez qui il résidait. Mais surtout, au moment de sa mort, il avait vomi un liquide noir. Là, les choses se complexifient car c'est une mort qui va se révéler assez mystérieuse. Un ami qui l'accompagnait en Pologne va dire que lorsqu'ils se baladaient ensemble en ville, ils étaient suivis par des agents gouvernementaux et un mois plus tôt, il avait dit à Monica Duval qu'il sentait que quelque chose allait lui arriver prochainement et que s'il mourait, il faudrait enquêter sur sa mort car il disait qu'il allait bientôt révéler quelque chose d'énorme. À la date de sa mort, il avait 39 ans. Et si globalement il était en bonne santé, il avait eu dans le passé un certain penchant pour l'alcool et pour la drogue, et il était même allé jusqu'à prendre de l'héroïne à une période. Il expliquait ses penchants déviants par une programmation traumatique lors de son enfance qui l'avait poussé à devenir addict. Et certaines personnes, dont sa mère, pensent qu'il a fait une rechute et il aurait pris un produit assez toxique pour lui faire vomir ce liquide noir. Pour donner un argument à cette thèse de la rechute, dans la dernière interview qu'il a donnée, il parle assez bizarrement et peut-être qu'il était justement intoxiqué ou perché, mais si on était en train de l'empoisonner ou quoi, le résultat aurait pu être pareil. Yeah, would you go there? Hollywood. Very, very good. So we have seen, Hollywood, saw, seen, saw, Hollywood. There's some very good stuff there. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a été filmé dans cette interview en train de faire du trampoline.
Mais si on met de côté la possibilité qu'il soit mort d'overdose, il y a beaucoup de détails qui entourent sa mort qui sont pour le moins étranges. Par exemple, quelques heures après la venue des urgentistes qui n'ont pas réussi à le réanimer, sa mère a eu au téléphone Monica Duval et il semblerait qu'il y avait plusieurs personnes dans sa maison. Est-ce que c'était des amis qui essayaient de le ramener à la vie en faisant des incantations pour réveiller son esprit, des agents gouvernementaux qui cachaient les preuves, ou des voisins qui étaient venus voir ce qui se passait? On n'en saura rien au final. D'ailleurs, Monica a envoyé à sa mère l'ordinateur et le téléphone de Max dans les jours qui ont suivi son décès, et l'ordinateur avait été vidé de son contenu et il manquait la carte SIM dans son téléphone. Aussi, sa mère a une photo de lui prise au moment de sa mort où l'on peut voir sur son front une marque noire de la taille d'un pouce. Sauf que le registre médical de son cadavre n'a jamais notifié une telle marque. Mais cela a fait apparaître des rumeurs comme quoi il aurait été victime d'un rituel satanique. Assez rapidement, son corps s'est fait rapatrier en Angleterre auprès de ses proches, mais on leur a déconseillé de le regarder tellement son corps était dans un état horrible. Apparemment, sa sœur aurait jeté à peine un regard et son visage serait devenu tout noir. 3 ans plus tard, après un délai anormal d'étude de son cadavre, en 2019, les rapports médicaux ont conclu qu'il était mort d'une overdose de Xanax, que Monica Duval avait acheté en Turquie et qu'il aurait apparemment pris en trop grosse quantité. Mais entre le liquide noir vomi, sa trace sur le front et son ordinateur nettoyé, il y a assez d'éléments pour laisser planer des doutes sur sa mort. Dans le domaine des armes, il y a une catégorie pas vraiment connue, c'est celle qui se sert du son. En 1963, Vladimir Gravo, un scientifique français, était en train de travailler dans son laboratoire dans le domaine de la robotique avec son équipe. Et sans trop savoir pourquoi, lui et tous ceux qui étaient présents ont commencé à devenir malades. Ils avaient mal à la tête, ils vomissaient et certains se sont même évanouis. Après avoir recherché la cause de leur maladie, ils ont découvert que dans une usine qui venait d'être construite à proximité, un ventilateur émettant une fréquence de 7 Hz avait été mis dans un conduit d'aération, et c'est ce combo qui avait créé un son assez discret pour ne pas être entendu, mais avec une fréquence assez forte pour les rendre malades physiquement. Dès lors, et même si j'imagine que c'était quelque chose qui avait été recherché auparavant, les gouvernements se sont intéressés à la possibilité de créer des armes indétectables basées sur le son, et il existe maintenant un ensemble d'armes acoustiques qui peuvent neutraliser leurs cibles, pouvant aller même jusqu'à les tuer. Les modèles les plus connus sont les canons à son, qui sont des projecteurs d'ondes sonores tellement insupportables que les gens vont fuir lorsqu'ils sont pris pour cible. Et cette arme est utilisée principalement pour disperser les foules. Alors attention, je vais vous mettre un exemple, je vais baisser autant que possible le son, mais il va peut-être y avoir un petit screamer. Donc sauf si vous vous êtes endormi devant cette vidéo, vous êtes prévenus. Sauf que, si certaines armes sont portées à la connaissance du public, il y a des rumeurs de technologies non publiques qui seraient bien plus précises et bien plus dangereuses. Et cette idée a été démocratisée par ce qui s'est appelé le Havana Syndrome. En novembre 2016, à Cuba, un couple de diplomates américains était en train de dîner au restaurant, quand soudain ils se sont mis à entendre un son métallique, et à partir de ce moment, ils ont continué d'entendre ce son pendant 3 mois. Et en parallèle, ils commençaient à être pas très bien. Ils avaient des maux de tête, de la fatigue, ils étaient désorientés et parfois ils avaient du mal à se tenir debout. Au travail, ils ont remarqué qu'ils n'étaient ni les seuls à avoir entendu ce son, ni les seuls à tomber malades. Ils ont même enregistré ce son pour prouver qu'ils n'étaient pas fous, et ils ont pu constater que les autres victimes reconnaissaient ce son comme étant le même qu'ils entendaient. Voici ce son. Dans les mois qui ont suivi, ce malaise était ressenti par plus de 20 diplomates dans leur ambassade et leur maladie s'aggravait. Certains commençaient même à avoir du mal à entendre ou à voir. Lors de leurs examens médicaux, ils ont scanné leur cerveau et il a été remarqué qu'il y avait des problèmes. Leur cerveau avait les mêmes dommages que si ses employés avaient survécu à des accidents de voiture ou à des explosions. Sauf que la majorité d'entre eux n'avaient pas vécu ce genre d'événement traumatique. À 5 km de l'ambassade des États-Unis à Cuba, il y a l'ambassade du Canada, et en 2018, 40 diplomates se sont mis à rapporter les mêmes symptômes, ce qui va pousser le gouvernement canadien à retirer ses diplomates du territoire cubain. Forcément, le gouvernement cubain était dans la ligne de mire et s'est vu accusé de ces attaques acoustiques. Mais pour se défendre, le gouvernement cubain a commencé à mener l'enquête dans les quartiers autour de ces deux ambassades. Mais personne ne semblait être victime de ces attaques. Et l'explication donnée fut un mix entre le bruit qu'une espèce spécifique de criquet pouvait faire et le stress de ces diplomates. Ce qui n'est pas forcément une explication satisfaisante. Surtout que ce cas ne s'est pas produit que à Cuba. Des diplomates américains ont eu les mêmes syndromes dans leur ambassade à Guangzhou en Chine, et en 2021, ça s'est mis à toucher aussi des diplomates qui étaient à Vienne, en Autriche, ainsi que d'autres diplomates qui étaient en Allemagne.
Et donc, malgré l'explication des criquets, il a été gardé certaines théories comme une possible hystérie de masse, mais surtout la possibilité qu'une arme acoustique secrète soit capable de viser des individus ou des lieux en particulier. Et là, possiblement, on a vu l'utilisation de ces armes en tant qu'armes de guerre qui auraient visé des diplomates américains à travers le monde. Mais au-delà des diplomates, certains individus qui n'ont rien à voir avec un quelconque gouvernement affirment eux aussi être victimes de ces attaques acoustiques, et cela bien avant les événements de la Havane. Sauf qu'il n'y aurait aucune raison légitime qu'ils soient visés. Et si, parmi ces individus, certains sont considérés comme fous ou schizophrènes, certains émettent la possibilité qu'ils soient visés de manière aléatoire pour servir de test à ces armes secrètes, dans l'hypothèse où ces armes existeraient. Et il y a toute une mouvance sur YouTube où ces gens se surnomment les Targeted Individuals, où ils prétendent être suivis dans la rue et surveillés chez eux, et où on ne sait qui, probablement le gouvernement, chercherait à les torturer électroniquement. Et cette torture se manifesterait par des sons étranges et désagréables, et ils entendraient des voix uniquement dans leur tête. Parfois ces attaques proviendraient de satellites, parfois ce serait fait par l'intermédiaire d'appareils domestiques comme la box Wi-Fi, mais bref, ils seraient des victimes d'attaques en tout genre, et d'ailleurs, parmi les membres les plus connus de ce mouvement, on retrouve Max Pierce, que l'on avait vu juste avant, et dont la mort a créé un vent de panique chez les membres de ce mouvement, car ils pensent être tous les victimes suivantes. Alors pour finir cette vidéo, je tenais à vous dire que j'ai sauté quand même pas mal de sujets que j'avais fouillés. Et soit c'était parce que c'était des sujets un peu vides, soit c'était parce que, même en fouillant bien, je trouvais pas le sujet en lui-même. Par exemple, pour le sujet du Crank Incident, j'ai énormément cherché, mais j'arrive toujours pas à identifier ceux qui se cachent derrière. Il y en a qui vont me dire que ce sujet est lié au film Crank, et oui, je suis conscient qu'il y a bien une théorie, un peu sombre d'ailleurs sur ces films, mais c'est une théorie qui est apparue après la sortie de l'iceberg. Donc il y a bien quelque chose, mais je sais pas ce que c'est. Ou alors, il y a le sujet sur les protodites sur lequel je me suis vraiment acharné, sauf que j'ai quasiment rien trouvé, même si j'ai croisé plusieurs pistes intéressantes. Après, parfois, juste la recherche du sujet peut être assez intéressant, et même si je trouve pas le sujet en tant que tel, je tombe sur des trucs assez cool qui sont pas forcément dans l'iceberg, mais qui pourraient y être. Et du coup, je me mets à me renseigner un peu trop dessus et je m'engouffre dedans alors que c'est complètement hors sujet. Je pense notamment à la géomythologie que j'ai découvert en me renseignant sur les Rockmen, où c'est un domaine scientifique qui fait un mix entre archéologie et mythologie, et c'est tellement intéressant que je voulais en faire un sujet bonus. Mais c'était juste quelque chose d'intéressant que je pouvais rattacher un peu aux Rockmen, mais pas vraiment, mais un peu, donc au final je l'ai pas mis. Donc voilà ce que je me suis dit, je vais arrêter de m'acharner à prendre des notes sur des trucs qui sont hors sujet, mais soit je vais vous sortir des petites vidéos un peu à l'arrache sans montage ou quoi, juste pour faire du blabla sur ce que j'ai découvert en faisant mes recherches, soit je vais mettre ce blabla à la fin des vidéos, histoire de revenir sur les sujets qui ont été oubliés et de les balayer en une phrase si ça ne mérite pas plus de temps. Je voulais faire ça maintenant, là, dans cette vidéo, mais j'ai déjà 2 semaines de retard sur la sortie que j'avais annoncée en discutant dans les commentaires, donc je préfère vous sortir la vidéo dans son état actuel et je verrai le reste plus tard. Bref, c'est tout pour aujourd'hui, on se revoit pour la suite de l'iceberg et prenez soin de vous.